Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la Pentecôte? D'abord en mode repos. Voilà, j'ai pas bougé. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va à Accra, où s'est tenu samedi dernier un sommet extraordinaire, enfin un double sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UEMOA, un peu comme ce qui s'était passé à Malabo, mais ça concernait l'Union africaine. Et là, on a aussi l'impression que les sommets en Afrique se suivent et se ressemblent. Parce qu'aussi bien à Malabo, le sommet de l'Union africaine avait accouché par une non-résolution, c'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un communiqué final. Il n'y avait même pas eu de photo de famille. C'est exactement ce qui s'est reproduit samedi dernier à Accra, où les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette organisation ouest-africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne sont pas parvenus à s'entendre sur évidemment la position à adopter, notamment vis-à-vis de trois pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Mali et la Guinée-Conakry. Et donc, il faut savoir que ces trois pays-là, au cours de ces 2 dernières années, ont porté à leur tête des juntes militaires, c'est-à-dire qu'il y a eu des coups d'État. Et ces coups d'État, un peu, constituent comme une espèce de tâche un peu sur la CEDEAO. La CEDEAO qui a toujours voulu être une organisation vertueuse dans laquelle, évidemment, le respect des institutions, le respect de la démocratie soit quelque chose qui soit une réalité et qui soit en fait des éléments qui ne soient plus discutables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO estime que pour arriver au pouvoir, il faut y parvenir par des voies démocratiques, ce qui n'est pas le cas des gens au pouvoir actuellement au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Conakry. Et donc, il faut savoir que le sommet de la CEDEAO consacré à ces trois pays-là est le 6e depuis quasiment 2 ans. Et ce sommet n'est pas parvenu à un accord. Pourquoi? Parce que les chefs d'État et de gouvernement ne parviennent pas aussi bien à s'entendre sur une position commune concernant les trois pays, mais ne parviennent pas aussi à s'entendre sur une position concernant chacun des trois pays. Et donc, d'un côté, on a les tenants, si tu veux, d'une politique particulièrement dure à l'égard du Mali, parce que pour eux, c'est le Mali qui avait un peu ouvert les hostilités d'abord en organisant le 18 août 2020 le coup d'État qui avait renversé Ibrahim Boubacar Keïta, et puis ils avaient rempilé le 24 mars 2021 avec le deuxième coup d'État, le coup d'État dans le coup d'État qui avait mis de côté le colonel Bandao et Mokhtar Ouane pour les remplacer par le colonel Assimi Goïta et le docteur Choguel Bouba Maïga. Oui, apparemment il tient bon, malgré... Et il a le soutien des Maliens. Voilà, il a le soutien si tu veux, l'opinion publique malienne, et même si on commence déjà un peu à sentir des petites voix qui commencent un peu des voix dissonantes, dans la mesure où ces petites voix dissonantes-là estiment que, il ne faut pas l'oublier que l'année dernière, d'abord, la junte malienne avait estimé que, avant de rendre le pouvoir à des civils, elle devait d'abord, en quelque sorte, mettre en œuvre une forme de refondation. Et si tu veux, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso se sont un peu calés sur ce schéma-là, à savoir que ce sont des crises sécuritaires, en l'occurrence en ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso, et une crise politique et sociale pour ce qui concerne la Guinée-Conakry, qui ont porté au pouvoir ces juntes militaires-là. Et donc, c'est ces trois gouvernements ou ces trois juntes militaires estiment qu'il faut d'abord une période de refondation avant de éventuellement rétrocéder le pouvoir à des civils par le biais d'organisations, par le biais d'élections démocratiques. Maintenant, si évidemment la CEDEAO accepte ce principe, elle n'est pas d'accord avec ces juntes militaires-là concernant la durée de cette période dite de refondation ou cette période de transition. Alors, dans un premier temps, comme je l'avais dit, le Mali avait demandé 5 ans, ce que la CEDEAO avait refusé. Puis le Mali était descendu à 3 ans. Il y a eu encore des tractations. Cette fois-ci, le Mali a décidé que ce serait de 2 ans. 2 ans à compter de mars là maintenant. Ce qui voudrait dire qu'à terme, la junte aurait fait 3 ans au pouvoir. D'un autre côté, au niveau de Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, les deux sont revenus à 3 ans, alors que
Dans un premier temps, la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya avait demandé 3 ans et demi, ce que la CEDEAO avait refusé. La CEDEAO demandait une période de l'ordre de 24 mois, ce à quoi évidemment les autorités guinéennes et burkinabées ont refusé. Donc elles maintiennent pour le moment un calendrier de 3 ans à la tête du pays, donc 36 mois. Alors, pour ce qui concerne le Mali avait donc dit un calendrier de 2 années supplémentaires, donc 24 mois. La CEDEAO n'est pas d'accord. La CEDEAO veut tout au plus rajouter 16 mois et non pas 24. Et donc là aussi, il y a eu cette espèce de discordance entre la CEDEAO et le Mali et ces 3 pays-là. Maintenant, concernant les sanctions, il faut savoir que les 3 pays ne sont pas frappés au même niveau des sanctions. Le pays qui est le plus frappé, c'est le Mali. Le Mali, dont il ne faut pas l'oublier, le 9 janvier dernier, les sanctions avaient été durcies, notamment sur des sanctions économiques et financières, et également des interdictions si tu veux, de circulation de biens et de personnes, sauf pour les biens de première nécessité. Donc, si tu veux, le Mali est un peu sous embargo depuis le 9 janvier dernier. Mais et en ce qui concerne le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, on a des sanctions allégées. Pour le moment, ces 2 pays sont seulement suspendus des instances de la CEDEAO, mais il n'y a pas encore eu de sanctions économiques à vraisemblablement parler concernant ces 2 pays-là. Mais il est clair que si la CEDEAO et le Burkina Faso et évidemment la Guinée-Conakry ne parviennent toujours pas à un accord sur évidemment la durée de la transition, sur les conditions de cette transition, sur l'organisation d'élections démocratiques qui vont permettre ensuite de transférer le pouvoir à un gouvernement civil. S'ils ne parviennent pas à cet accord-là, et bien là, évidemment, logiquement, des sanctions devaient être prises. Et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO, même si elle n'a pas pris une décision concernant ces 3 pays-là lors de ce sommet extraordinaire à Accra, eh ben, ils ont quand même décidé de se retrouver le 3 juillet prochain dans le cadre d'un sommet ordinaire qui est prévu par les textes de la CEDEAO et qui devra toujours avoir lieu à Accra. Et donc, c'est lors du sommet du 3 juillet prochain que la CEDEAO va évidemment annoncer sa position. Et évidemment, elle sera attendue sur trois choses. La première chose, c'est est-ce qu'elle va maintenir ou durcir les sanctions contre le Mali? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que, évidemment, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry vont être aussi frappés de sanctions, puisque ces 2 pays ont décidé de prolonger la durée de la transition et donc de la présence au pouvoir de ces juntes militaires. Ou troisièmement, est-ce que, évidemment, la CEDEAO et les 3 pays en question vont s'entendre sur des positions communes et sur un calendrier qui soit plus ou moins homogène concernant les 3 pays et enfin permettre à un retour à la normale des relations entre la CEDEAO et ces 3 pays par le biais soit d'allègement, soit de levée totale ou de durcissement des sanctions. Donc, pour le moment, la CEDEAO n'a pas pris de position, mais ce qui est intéressant également, c'est que la porte du dialogue est restée ouverte. Et donc, d'ici là, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan va prendre son bâton de pèlerin et faire le tour des 3 pays, des 3 capitales ouest-africaines, Conakry, Bamako et évidemment Ouagadougou, pour rencontrer les responsables des juntes militaires et négocier afin de parvenir à un accord qui puisse véritablement mettre un terme à cette espèce de crise qu'il y a entre ces 3 pays-là. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière ces juntes et derrière ces questions-là, il y a aussi un risque de contagion un risque de contagion selon les pays qui ont des gouvernements qui sont démocratiquement installés, de voir éventuellement, en cas de crise, une montée de militaires au pouvoir. On pense notamment, par exemple, au Niger, où là-bas, il ne faut pas l'oublier que lorsque le président Mohamed Bazoum était investi à l'issue de l'élection qu'il avait portée à la tête du Niger, eh ben, on avait réussi à déjouer un coup d'État militaire là-bas, à Nouakchott, pas à Nouakchott, au Niger. Et donc, tout ça, à Niamey. Et donc, tout ça fait que
pour les autres pays, et c'est ce qui explique un peu la position des pays anglophones, parce que, évidemment, des pays comme le Nigeria et le Ghana, qui sont vent debout contre les régimes militaires, contre les juntes militaires, certains analystes, ça j'ai pu l'écouter, pensaient en quelque sorte que c'était une espèce de vassalisation de la France qui les poussait à réagir de manière extrêmement dure vis-à-vis de ces trois pays. Non, il faut savoir que les États francophones et anglophones de la CEDEAO s'entendent sur le fait qu'effectivement, il faut rapidement organiser une transition qui puisse permettre un retour de manière démocratique, un transfert démocratique de pouvoir à des civils, mais ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Autant pour les pays d'Afrique francophone, il y a beaucoup plus, si tu veux, une influence de la France derrière, poussée par sa volonté, évidemment, de reprendre la main dans ce qu'elle considère comme étant sa zone d'influence. Autant du côté des anglophones, il y a cette peur-là, larvée, de voir des coups d'État, si tu veux, s'installer aussi dans leur pays. Si on prend le cas du Nigeria, le Nigeria, dans sa longue histoire, a connu près d'une cinquantaine de coups d'État. Et donc, ce n'est que depuis à peu près une trentaine d'années que le pays est rentré, si tu veux, dans le rang des pays démocratiques avec des alternances qui sont organisées via des élections. Et donc, il y a ce spectre-là qui est présent, d'autant plus que le Nigeria subit les mêmes, et un peu dans la même situation que le Mali et le Burkina Faso, même si c'est à des échelons bien moindres, parce que si tu veux, le risque djihadiste là-bas, qu'il y a au nord du Nigeria avec Boko Haram, n'est pas le même que, si tu veux, les effets ne sont pas les mêmes qu'au Mali ou au Burkina Faso. Mais ce risque là-bas aussi existe. La preuve, lors de lundi de la Pentecôte, on a vu dans la ville de Wau, au nord du Nigeria, des groupes djihadistes s'infiltrer dans une église où on célébrait la fête de la Pentecôte et tirer sur les fidèles. Au final, il y a eu 21 morts et une quarantaine de blessés. Donc, le risque djihadiste est là-bas. Et pour les autorités de Lagos, il est évidemment, c'est quelque chose à prendre au sérieux, cette contagion, ce risque de contagion d'un retour de coup d'État dans ce pays. Et puis, vous avez aussi le Ghana qui a certes dans son histoire moins de coups d'État, mais qui en a aussi connu. Donc, pour les pays anglophones, il faut absolument mettre un terme à ces juntes militaires-là qui font un peu tache d'huile et qui risquent de donner de mauvais exemples et qui risquent d'inciter d'autres coups d'État. Donc c'est un risque évidemment qu'ils prennent très au sérieux. De l'autre côté, du côté des francophones, ils agissent beaucoup plus sous l'influence de la France qui veut, comme je l'ai dit, maintenir sa sphère d'influence et qui a vu d'un très mauvais œil, si tu veux, la dégradation des relations avec Bamako et surtout la rupture des accords de défense, ce qui a été une première de toute l'histoire des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, de voir un pays décider de rompre unilatéralement des accords de défense. Donc, pour des raisons qui sont diverses, pays francophones et anglophones maintiennent cette position-là vis-à-vis des pays, de ces trois pays-là, à savoir le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry. Maintenant, on verra d'ici là qu'est-ce que vont donner les négociations, les discussions entre Goodluck Jonathan, qui a été désigné par la CEDEAO comme étant le médiateur vis-à-vis de ces trois pays-là. Et on verra aussi par la suite quelles seront les résolutions prises par la CEDEAO lors du sommet du 3 juillet prochain, toujours à Accra. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, restez connectés dans l'Uda Fresh Morning. Urban FM 104.5.